Bonsoir, bienvenue dans votre journal des sports. Merci d'être de nouveau au rendez-vous sur Canal 32. Avec nous ce soir, autour de cette table, nos deux chroniqueurs sport, Alex Doria et Geoffrey Cornio. Avec eux, nous parlerons d'athlétisme et de cyclisme. Avec nous aussi Stéphane Méry, le président du tennis club de Villenox, qui sort son deuxième livre, Excellence sportive et scolarité, de nouveaux enjeux pour l'école primaire. Nous en reparlerons tout à l'heure, mais pour l'instant, regardez le sommaire de cette émission. Nous reviendrons bien sûr sur le chemin qui mène à la Ligue 1 pour les Stacks, puisque les Troyens ont encore ramené un point d'un déplacement périlleux à Istres. Autre événement, le trail de Bouilly disputé sur le site de Montaigu, une épreuve d'une grosse exigence répartie sur 17 et 34 km. Et puis enfin, nous terminerons ce journal par un coup de projecteur sur l'équipe du rugby féminin du CRAC, la seule dans le département. Voilà pour le programme de ce soir, mais tout de suite, découvrons quelle est l'actu de cette semaine. Évidemment, il s'agit de football puisque les Troyens poursuivent leur marche en avant dans ce championnat de France de Ligue 2. Les hommes de Jean-Marc Furlan, troisième au classement, étaient invaincus depuis 4 matchs. Et malgré un match difficile, les Aubois ont ramené un point de ce déplacement. Grax, titulaire pour ce match, c'était un peu la surprise du chef pour ce match contre Istres. 3 qui est bien dans la rencontre à l'image de son arrière latéral Sidibé, auteur de la première frappe cadrée de la rencontre. Istres n'est pas en reste avec une tentative pas loin de surprendre Thuram, mais c'est bien les Stacks qui est la mieux armée dans cette rencontre avec un Raphaël Caceres pas loin de faire la différence à plusieurs reprises, mais l'attaquant se montre maladroit dans le dernier geste. 0-0 à l'issue des 45 premières minutes, ce qui fait dire à Jean-Marc Furlan que son équipe a sans doute manqué une opportunité en première mi-temps. En première mi-temps, je pense qu'on a manqué l'occasion d'ouvrir le score à 1 ou 2 reprises en première mi-temps, alors que l'adversaire n'avait pas d'opportunité. 42e période, les Aubois vont subir la loi des sudistes. Bien sûr, ce ne sera pas une domination intense, mais les Istréens se procureront plusieurs occasions intéressantes, heureusement enrayées par l'énorme talent de Thuram. Le portier troyen sera d'ailleurs l'homme de cette rencontre car grâce à lui, 3 repart avec le point du match nul. Physiquement on était fatigués je pense. Donc voilà, on prend un point plutôt positif parce que sur la physionomie ils ont eu les meilleures occasions. Un match difficile pour les hommes de Jean-Marc Furlan qui ont su toutefois faire le dos rond comme contre Nantes et Le Havre. Nous, on voulait vraiment pas prendre de but. Et quitte à faire match nul 0-0, au moins notre défense reste solide et c'est bon pour l'avenir. La semaine prochaine, les Stacks se déplacent de nouveau et cette fois-ci, ce sera tout autre chose car les Troyens se déplacent à Reims, deuxième au classement pour un derby bouillant. Merci pour nous. Les résultats de Ligue 2 avec notamment la défaite de Clermont face à Angers, 2-1. Sedan qui remporte son match face au leader Bastia, 2-0 et Tours qui a pris une véritable raclée face à Lens, 3-0. Au classement, Bastia est toujours largement en tête devant Reims qui joue ce soir. Clermont est donc 4e à 2 points des Troyens. En CFA 2, les Stacks B renouent avec la victoire face au Stade de Reims B, 3-1. La réserve de Sedan est allée gagner à Saint-Dizier, tandis que Roy a battu Feigny, 3-1. Au classement, Roy est en tête avec 2 points d'avance sur Sedan B. Les Stacks B est bien loin du trio de tête avec 56 points. Les Stacks jouent contre Boulogne vendredi 27 avril au Stade de l'Aube. L'occasion pour vous de gagner des places pour cette rencontre. Vous envoyez le mot club par SMS au 71 003. Le mot club au 71 003 pour gagner jusqu'à 6 places pour le Stade de l'Aube et cette rencontre face à Boulogne le vendredi 27 avril prochain. Le comité départemental de la Fédération française de gym lance un appel à la mobilisation pour les championnats de France organisés les 4, 5 et 6 mai prochains à Troyes. Le bon déroulement de cette manifestation nécessite une présence durant les 3 jours de cette manifestation, notamment sur les lieux de restauration. On écoute François Cotier, le vice-président du comité de l'Aube. Notre organisation nous oblige à avoir le concours de nombreux bénévoles. Nous avons encore besoin d'une bonne volonté pour accueillir tout ce petit monde les vendredis, samedis et dimanches.
On peut participer à l'événement en s'inscrivant sur le site du comité départemental, comité DIGIM, où un lien permet de donner ses heures de préférence, ses jours de préférence. Voilà, 4, 5 et 6 mai prochain. Un gros événement sur 3. On parle à présent de la 9e édition du Trail de Bouilly. Une course toujours très exigeante par son profil, puisque courue sur le site très pentu de Montaigu. Une compétition rendue très difficile par le vent violent qui balayait le circuit. De quoi rebuter les amateurs d'une discipline vraiment à part. S'il fallait établir un portrait robot d'un spécialiste du trail, ce serait difficile puisque le participant type de ce raid nature est à la fois coureur à pied, pistard ou bien crossman. L'amateur de trail est juste un coureur qui négocie bien les diverses difficultés. Il faut bien réserver son effort, aller partir tranquillement, savoir que 34 km c'est relativement long, on ne sait pas tout ce qui peut se passer. Ça fait environ 2h30 de course à pied. Alors on va essayer de partir sur un bon petit rythme au début, pas poser un rythme trop fort. Et sur la deuxième partie de course, on va essayer d'accélérer un petit peu si les sensations sont bonnes. Et il y avait le choix pour les amateurs de sensations dimanche. Un parcours de 17 km, un autre de 24, ainsi qu'une randonnée plus courte réservée aux marcheurs et aux pratiquants de la marche nordique. Les coureurs ont la possibilité d'opter pour l'un ou l'autre de ces parcours au ravitaillement qui se situe au 10e kilomètre. Là aussi c'est une particularité, sachant que bien souvent on a quand même dans la tête une idée précise du parcours qu'on va faire. Mais bon, voilà, on ne sait jamais, une poussée d'adrénaline pour celui qui s'engage en se disant qu'il va faire le 17, il peut s'embarquer sur le 34. Un circuit de 14 km reliant le stade de Bouilly au site de Montaigu avec des portions de dénivelé très importantes. Le genre de parcours convenant merveilleusement à Anthony Schneider, le chapelain est venu préparer les prochaines échéances mais aussi courir au grand air. Moi j'adore les courses nature, j'ai besoin d'en faire de temps en temps, ça fait du bien au moral. Les côtes, les descentes, c'est autre chose, c'est plus du cardio. C'est une bonne préparation. Dimanche dernier j'ai fait le semi-marathon à Vitry-sur-Seine. Chez les féminines, Florence Vandeval s'est imposée sur le 15 km en moins d'1h15, alors que chez les garçons, c'est le tossiste Alexandre Bourgeois, un vrai spécialiste du trail qui s'est imposé en un peu plus de 2 heures. Allez, on reste dans le domaine de la course à pied avec notre chroniqueur athlétisme, course à pied et triathlon, 3 à la fois, triathlon, vous avez remarqué, avec Alex Doria. Bonsoir Alex. Bonsoir David. Comment ça va ? Ça va bien. Bon, merci. On est là pour parler de beaucoup de choses, donc on va pas perdre de temps, notamment sur le petit bilan de cet été. Et la grande gagnante, c'est Florence Vandeval. Hein. Ouais, c'est Florence, très impressionnante depuis le début de la saison, mais plus particulièrement sur la partie route qui commence là. Donc elle a fait 3-10 km mesurés, donc elle a battu 3 fois le record de l'Aube. Et donc et sur la dernière épreuve du 10 km de la rivière de Cahors, la rivière de Cahors, elle l'a battu de plus de 50 secondes. Donc 50 secondes, c'est énorme. Ouais, c'est énorme. Plutôt inhabituel. Ouais, c'est plus inhabituel, une progression aussi nette à une semaine l'un de l'autre. Donc vraiment, faut la féliciter. Alors je sais que vous lui avez parlé, est-ce qu'elle a des objectifs pour la suite de la saison ? Donc elle voudrait aller descendre sous les 36 minutes sur le 10 km, donc pour une féminine c'est très très impressionnant. Et s'approcher des 1h20 sur le semi-marathon de 3 qui a lieu le 13 mai. D'accord, c'est deux objectifs bien différents parce qu'entre le 10 km et le 21, honnêtement, elle danse sur quel pied alors ? Moi, c'est plus une spécialiste du 10 km, mais elle a déjà quand même fait le semi-marathon l'année dernière et elle a fait vraiment aussi un bon temps. D'accord. Donc je pense qu'elle va arriver très largement à son objectif. Mais 50 secondes, c'est une progression énorme, notons-le. Il y a aussi une équipe qui marche plutôt bien, c'est le Sport Détente Aix-en-Othe, dont vous faites partie d'ailleurs. Et non seulement d'amasser les victoires, on se penche un petit peu sur le recrutement parce qu'ils sont particulièrement ambitieux à Aix-en-Othe. Je pense qu'on peut comparer l'équipe d'Aix-en-Othe à celle du PSG en Ligue 1 au football parce que là, on est en train de faire un très gros démarchage de très bons athlètes parce qu'on a recruté déjà Sharaf Moueli, ancien champion de l'Aube de cross-country ici. Qui a failli s'imposer à Saint-Lié, mais vous lui avez damé le pion. Voilà. Et on le voit d'ailleurs en image, Sharaf Moueli, voilà, qui mène le peloton. Donc il s'est imposé à la course de l'intégration, la première course sur Tonneau, et il a gagné plusieurs courses dans Lyon et en Seine-et-Marne déjà. D'accord, donc c'est un très bon coureur, qui peut tirer le club vers le haut. Voilà, qui est surtout en reprise depuis 8 mois et qui va tirer vraiment les chronos vers le bas.
cette année. Et il peut apporter son expérience. Aussi, parce que c'est un coureur d'expérience qui a déjà été en équipe de France jeune. Donc voilà. Après, on a une deuxième grosse recrue qui va arriver, que tout le monde connaît dans le département, c'est Grégory Zieba, qui va signer l'année prochaine avec Saint-Note. Alors ça, c'est une grosse surprise, parce que Grégory Zieba, il était tossiste, on a envie de dire, à vie. Et, le sport détente avec Saint-Note réalise un gros coup en le faisant venir au club. C'est surtout, on a réussi un gros coup, c'est par rapport à une équipe qu'on est en train de construire. Donc c'est aussi lui, la chose qui a fait venir, c'est l'objectif équipe, qu'on puisse se déplacer sur plusieurs grosses courses, sortir du département et faire des choses beaucoup plus intéressantes. Alors sur les images qu'on peut voir tourner cet hiver, on voit qu'il est accompagné de Paul Plantagenet, qui est un très bel athlète aussi, et il va signer aussi avec Saint-Note. C'est quasiment fait, donc il va signer aussi avec Saint-Note. C'est Paul Plantagenet, c'est un ancien duathlète et triathlète de niveau national. Donc vraiment très très fort. Donc il va tirer aussi le sport au bois vers le haut, parce que au niveau régional il va faire très mal aussi. Ouais, donc ça va permettre non seulement dans les crosses mais aussi dans les courses sur route de savoir un petit peu. Voilà, il y a eu un recrutement pas pour le département mais surtout pour le régional et l'interrégional. Alors on l'a vu il y a quelques minutes, Alexandre Bourgeois a remporté l'exigeant trail de Bouilly. Alexandre Bourgeois, c'est quelqu'un de très discret dont on parle pas beaucoup, mais qui est souvent là lors des grands rendez-vous. En fait, il est souvent là dans les grands rendez-vous parce qu'en fait, déjà, il s'est exilé de l'eau parce que pour raison professionnelle à Brest. Donc, il fait quelques apparitions maintenant rares mais remarquées parce que il était champion de l'Aube de 10 km à Saint-Lié espoir. Ouais. Là, au trail, il gagne. Donc, il a remporté la course de l'escargot aussi, qui est très exigeante dans son genre. Moi, je dirais plus un spécialiste de trail parce qu'il est de l'effort long solitaire. Il est très très fort pour gérer son effort. Donc, il est encore jeune, donc il a un bel avenir devant lui. Quel âge il a ? Il a une vingtaine d'années. Il a encore espoir. Donc, ouais, c'est quelqu'un vraiment qui surprend parce que... Très très discret, très discret. Il travaille beaucoup dans l'ombre et c'est quelqu'un qu'on a vu apparaître. J'avais parlé à ma dernière chronique, je l'avais annoncé avant... entre guillemets avant tout le monde. J'avais senti le coup venir et c'est vrai que là il commence à pointer le bout de son nez vraiment et à gagner pas mal de courses. Et il signe pas avec Saint-Note, lui? Non, il signe pas avec Saint-Note. Ils peuvent pas tous signer. Pas encore. Pas encore. Bon, on suivra avec attention. Pas d'autres recrutements pour Saint-Note puisqu'on a entendu pendant un moment donné un athlète de très haut niveau style Abdelghani Lalali. Non, ça va. Non, on reste tranquille pour l'instant. Mais bon, les portes sont pas fermées encore. D'accord, sous la houlette de Patrice Simon. Merci beaucoup, Alex Doriot, d'avoir inauguré cette valse des chroniqueurs. On passe à toute autre chose à présent avec un coup de projecteur sur le crack de Marigny-de-Châtel, un club de rugby fondé il y a 3 ans maintenant. Mais depuis cette année, les Marignons ont accueilli une nouvelle section féminine au sein du club. 20 filles qui pratiquent le rugby à 7 dans un championnat amateur. Découverte. Depuis maintenant un peu plus de 3 ans, le crack a fait son trou. Parti de presque rien, le club de Marigny-le-Châtel dépasse maintenant les 150 licenciés avec une majorité de catégories représentées. Le crack a aussi innové en ajoutant une section féminine qui avait disparu du département depuis l'arrêt de l'équipe de Saint-André. C'était par hasard, je pense, au début, parce que ça s'est créé il y a 3 ans, au départ à Ormy. Et ça s'est fait comme ça, un peu de fil en aiguille, on a sympathisé, l'équipe s'est montée, etc. Et voilà, on en est là aujourd'hui. Beaucoup de filles ont répondu présent à l'appel de l'équipe, dont les matchs se déroulent le dimanche sur le terrain d'Auxelles et Trois-Maisons. Les féminines du crack évoluent depuis cette année dans le championnat de rugby à 7 en 3e division. C'est beaucoup de stress, comme par exemple ce matin quand je me suis levée, j'étais un peu stressée parce que faut quand même assurer parce que c'est quand même quelque chose. Mais le rugby, c'est pas que c'est compliqué d'y intégrer, mais les gens sont tous très chaleureux, donc on s'intègre vite en fait. Au début, ce sont les mamans de jeunes qui ont peuplé la cocotte marignonne avant que les dirigeants du crack ne se mettent à prospecter dans le département à la recherche de féminines intéressées. On a fait beaucoup d'informations. Moi, j'essaye de recruter où je travaille. C'est un sport comme un autre et je pense qu'il faut aussi se lancer dans un sport, même s'il y a, comme on me dit, il est brut. Mais moi, j'ai pas peur. Les règles sont bien sûr adaptées à la pratique du rugby, pas d'élévation en touche et les mêlées sont simulées. Les contacts sont tout de même bien réels, mais cela ne rebute en aucun cas la volonté de ces filles, prêtes à tout, pour montrer que l'on peut aussi jouer au rugby quand on est une fille.
Voilà une équipe de Marigny qui est deuxième de son championnat. On les encourage pour la suite donc de la compétition. La suite de cette émission, c'est avec le chroniqueur cyclisme Geoffrey Corniot. Bonsoir Geoffrey. Bonsoir. Pas plus de cheveux qu'Alex Doria, donc on reste dans la même lignée. On est là pour parler donc de la reprise de la saison qui est effective depuis bientôt un petit moment, puisque c'est depuis le mois de février. C'est assez satisfaisant pour le CCC, le club phare du département, parce que la saison dernière, c'était pas vraiment le cas, Geoffrey. Disons que c'est toujours difficile de comparer d'une saison sur l'autre. Le programme de course est peut-être sensiblement le même. Après, oui, mais il y a déjà des victoires, alors que l'an dernier, il n'y en avait pas. Oui. L'an passé, c'était vraiment dur de gagner des courses. Là, on a toujours un peu l'effet de masse de l'équipe. On est très homogène. Il n'y en a pas un qui sort beaucoup plus du lot que les autres. Donc en fait, comme on est toujours regroupé en tête de course, au final, on y arrive par le surnombre à être devant, quoi. Alors dans certaines courses, votre directeur sportif court, Florian Morizot. Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est à la fois un atout, mais finalement c'est un petit handicap parce que on s'aperçoit sur les courses que vous avez pu gagner, il joue une part prépondérante. Il joue les premiers rôles, il faut le dire. Après, n'en déplaise à certains, on aime ou on n'aime pas le fait qu'il soit là ou pas. Ouais. On lui a laissé une licence, donc c'est-à-dire qu'on lui laisse le droit de courir. Donc après, voilà quoi. Ça plaît à personne, je vous le dis tout de suite. Dans les autres équipes, à mot couvert. Je ne doute pas, après, ils ont leur raison et c'est légitime, quoi. Après. Moi, j'empêche personne, il est là, tant mieux. Et puis, tant mieux pour le club, tant mieux pour l'équipe, pour gagner des courses, quoi. Alors, une victoire à un Montmorency-Beaufort, notamment de Romain Lejeune, d'autres victoires à Saint-Pard ou à la double victoire de Romain Barroso. Honnêtement, est-ce qu'on s'attendait du côté du club au bois à une réussite comme ça, si rapide ? On s'y attendait plus ou moins. C'était surtout se redonner confiance en soi, parce que quand on gagne pas de course, on perd tout de suite la confiance et on sait plus gagner. On sait courir, mais on sait plus gagner. C'est deux choses différentes. L'entame de saison a été assez bonne, même si en Coupe de France, les résultats n'ont pas été super probants. Mais voilà, quoi, gagner 2 fois en un mois, c'est déjà bien. On n'a pas non plus des grands chevaux de course, donc on fait que ce qu'on a. Ouais. Voilà, quoi, c'est déjà important. Est-ce que vous avez des nouvelles sur l'arrivée ou pas d'Aurélien Duval? Ça c'est la question qui embête. Là où vous me parlez en tant que sportif, de chroniqueur. Chroniqueur, ouais. Officiellement non. Officiellement non. Et vous pensez qu'il signera au CCC? Je répondrai pas. il a déjà signé d'ailleurs depuis l'an passé pour la saison de cyclocross. D'accord. Donc sa licence, il peut courir. Il est officiellement coureur du CCC. Il est officiellement depuis le mois de septembre dernier. D'accord. Le mois d'octobre plutôt. Je vous embête pas plus. S'il y a vous n'aurez pas de réponse. S'il y a une équipe qui marche en revanche moins bien, c'est bien celle de l'UVCA 3 qui n'a pas beaucoup de résultats et qu'on ne voit pas beaucoup dans les pelotons, il faut bien le dire, ou en tout cas devant. Faut pas dire non plus qu'ils marchent moins bien peut-être que nous, mais eux c'est différent, ils ont moins l'effet de masse, c'est plus des individualités, il y a 2-3 coureurs qui sortent du lot. Des coureurs étrangers notamment les 2 étrangers, puis Anthony Mention, un autre coureur. Donc ils sont toujours tout de suite un peu plus isolés, on va dire, quand ils sont à l'avant de la course, donc c'est beaucoup plus difficile pour eux. Après, c'est des très bons coureurs aussi. C'est plus cet effet d'isolement qui fait qu'ils sont moins victorieux en fin de course, quoi. D'accord. Donc il n'y a pas de raison de s'affoler pour l'équipe des frères Simon. Ils vont réagir, notamment en DN3. Après en DN3, oui, ils ont les moyens de faire des belles choses. L'an passé, ils avaient raté la première manche de Coupe de France et ils avaient gagné la deuxième. Donc là, ils ont un peu raté leur première manche. Pourquoi pas à la deuxième faire de bons résultats, quoi. Un petit mot rapide sur Aurélien Lyonnais qui a réussi un bon début de saison au VC aussi. Justement, je voulais en parler parce qu'on n'en avait pas trop parlé l'an passé parce qu'il y avait beaucoup de choses aussi à aborder. Et puis malgré le fait qu'il soit parti au VC aussi, donc ça reste un Aubois pure souche comme Benoît Drujon, formé à la SPTT3. Formé à la SPTT3, donc c'est important de toujours garder ce lien avec les sportifs locaux, même s'ils sont dans des départements extérieurs.
Hier, ce week-end, il a fait 2e du classement général de la première manche du championnat national de junior, donc c'est-à-dire avec les meilleurs juniors français. Il est quand même 2e au général, donc c'était à souligner parce que des juniors au bois qui ont fait les premiers rôles au niveau national, c'est un petit moment avec les Drugeons, avec ces coureurs-là, donc c'est assez remarquable et c'est pas parce qu'il est plus là qu'il faut plus en parler, quoi. La preuve, on continue d'en parler. Merci en tout cas Geoffrey d'avoir abordé ce petit moment de la saison de cyclisme. On parle à présent de motoball, c'est pas du tout la même chose, avec les bons résultats de l'équipe troyenne, notamment à Monteux en déplacement, 2-1. Deuxième match sans défaite pour les Troyens. Carpentras de son côté gagne face à Bologne 7-0. Vougeaucourt a écarté de son côté Valréas 5-2. Pas de problème pour Neuville face à Saint-Georges, 5-1 au classement. Neuville est évidemment en tête avec égalité avec Vougeaucourt. Le Suma est 5e du classement. La suite donc de ce journal, c'est avec des nouvelles de la boxe, notamment avec le premier combat pro samedi pour Jawa Chiger et première victoire dans les Ardennes pour le boxeur troyen. Le combat se disputait donc, je vous l'ai dit, du côté de Charleville face à un adversaire qui n'a battu qu'au point. Déception en revanche pour le PL3 Badminton, puisque leur route vers les playoffs est stoppée suite à leur défaite face à Nancy. Leur saison se termine donc par une excellente 2e place. Allez, c'est l'heure de parler sociologie avec notre invité. Il est docteur en sociologie, bien sûr, mais aussi professeur de tennis et président du club de tennis de Villeneuve. C'est beaucoup d'étiquettes, ça, Stéphane. Comment on réussit à... Oui, effectivement, David, vous avez raison. Et en plus, je viens d'avoir un doctorat en sciences de l'éducation en 2011. Ça suffit, n'en jetez plus. Hein. Non, j'en jette plus. Mais en tout cas, c'est pour ça, c'est l'objet du 2e livre, justement. Alors, il y avait eu un premier livre déjà, Un filet et des sports, donc un gros pavé. Oui, c'est vrai. Oui, un peu plus de 400 pages, effectivement. Il y a toujours ce lien entre la sociologie et le sport pour pas oublier que vous êtes avant tout un sportif. Oui, effectivement. C'est ça qui me passionne. Ouais. Quand on fait ça, c'est avant tout une passion. Ouais. Et effectivement, si le premier livre s'était axé sur la sociologie et le comportement, le deuxième c'est plutôt axé sur les sciences de l'éducation et sur la sociologie. Alors qu'est-ce qu'il nous apprend, ce livre ? Alors, déjà, il part d'un constat. L'âge de rentrer en compétition chez les enfants se fait de plus en plus jeune. C'est bon ou c'est pas bon ? C'est bon. C'est bon si c'est bien encadré, justement. D'accord. Et c'est bon s'il y a une bonne conciliation avec l'école. Et justement, c'est ce et avec la famille, parce qu'il faut et avec la famille. Le séparer de son environnement familial. École, famille, entraîneur, enfant. C'est la réussite. C'est la réussite. D'accord. Évidemment. Mais là, en ce moment, on est face à un paradoxe, justement. Le besoin chez les jeunes en primaire, là je parle des jeunes en primaire, pas de ceux qui sont en collège, de s'entraîner tous les jours, et en même temps un devoir éthique de respecter le droit des enfants, mais également d'avoir une scolarité efficace. Oui. Bon. Et là, actuellement, on ne l'a pas forcément. Alors j'ai étudié 7 sports pour constater ça. Le foot versus tennis, le hand versus gym, et le volleyball, squash et natation. D'accord. Et qu'est-ce qu'il en résulte ? Alors ce qu'il en résulte, c'est que dans le tennis et dans la gymnastique, on a des jeunes qui se déscolarisent justement pour pouvoir s'entraîner. D'accord, c'est encourageant pour le sport, mais c'est pas très encourageant pour les études. Voilà, alors justement, j'essaye de montrer comment on pourrait concilier les études de front avec le sport. Alors favori. notamment en aménageant les horaires. Comme c'est le cas d'ailleurs pour les sections sportives en collège, ou bien les pôles France et les pôles espoir toujours en collège et en lycée. Hein. Ouais. Sauf que c'est pas mis en place, ou très peu, pour le primaire. Ce qui existe évidemment, c'est les classes horaires aménagées pour la musique, pour la danse, pour le théâtre, pour le chant, dans le primaire, mais pas encore pour des sportifs. D'accord. Voilà. Et donc c'est tout à fait possible de mettre ça en place, bien entendu. C'est avant tout une volonté du ministère de l'Éducation nationale. Hein, et parallèlement aux autres pays, comment se situe-t-on à ce niveau ? Sans parler des anciens pays de l'Est, où les jeunes étaient pris très tôt, presque dans le berceau, hein, pour devenir de futurs champions, les autres pays sont à peu près comme nous. C'est-à-dire il y a un changement qui est en train de s'amorcer, hein, et c'est cette phase qui est importante.
C'est cette phase qu'il faut analyser. C'est cette phase qu'il faut étudier pour que ça se fasse bien, justement. Parce que de toute façon, dans pratiquement tous les sports, il va y avoir un besoin de prendre les jeunes de plus en plus tôt face à la concurrence internationale. D'accord. Voilà, ça c'est l'un des principaux, comment je pourrais dire, sujets qui ressort justement du livre. Okay. Alors je montre également à travers 27 familles. 27 à travers 27 familles bien différentes, j'imagine, dans les couches de la société. Différentes, effectivement, dans les couches de la société. Mais 27 familles uniquement dans la gym et dans le tennis. Parce que c'est là, évidemment, que j'ai vu des enfants qui étaient complètement déscolarisés ou en classe, quelques-uns en classe raménagée. Comment ces familles s'organisent? Alors, il y a des choses complètement aberrantes, évidemment, parce qu'il y a des enfants qui jouent au tennis tous les jours, plusieurs fois par jour. Au tennis. En gymnastique, il y a d'autres enfants qui pratiquent le midi entre les cours et après les cours le soir. Tout au début, justement, mon envie de voir ça, ça démarre sur un enfant de 9 ans qui était en CM1, il y a à peu près 5 ans, qui pratiquait le tennis. Il y avait 27 heures d'école et à côté, il y avait 14h45 d'entraînement tennis par semaine, plus 8 heures de transport parce que les conseillers techniques régionaux avaient programmé ça. Donc là, c'est un rythme infernal. Les parents ont refusé. Il y avait 543 km à faire toutes les semaines, rien que pour les entraînements. Malheureusement, sans les compétitions. Malheureusement, on n'a plus beaucoup de temps, Stéphane. Oui. C'est un vaste sujet. Effectivement. Mais je vous propose donc d'acheter ce livre. Où peut-on se le procurer? Alors, en librairie, à la FNAC. Oui. Commandant, chapitre.com, etc. D'accord, il est écrit par Stéphane Méry. Voilà. Excellence sportive et scolarité, ça peut vous donner une piste, vous, parents, pour savoir comment orienter votre enfant. Alex Doria peut nous en parler, puisqu'il a été au centre de formation de l'Estac, et donc il était séparé très jeune de ses parents, et donc scolarisé d'une façon différente. Voilà pour cette fin de journal. Je vous remercie de l'avoir suivi, et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre journal des sports. À très bientôt.